Dans nos métiers, nous créons des choses qui sont souvent invisibles pour le grand public. Parfois c'est très visible et parfois c'est tellement omniprésent que ça en devient invisible. La publicité, dans ce cas, elle est partout sur Internet à tel point que parfois on l'oublie. Il y a pourtant une série d'innovations technologiques à faire et des défis à passer pour réussir à délivrer la bonne pub à la bonne personne en une fraction de seconde. Mais alors, comment identifier cette bonne cible pour une publicité? Devons-nous tous bloquer nos micros? Et surtout, peut-on la rendre encore plus invisible? Pour répondre à ces questions d'affichage, je ne reçois pas Jacques Seguela, mais il s'y connaît en Rolex. Mina, bonjour. Bonjour, Antoine. Cosa Vostra. Jarvis, drop my needle. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Mina, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Mina Jandy. J'ai commencé à travailler chez Dailymotion il y a 6 ans, justement pour construire la plateforme permettant de diffuser des vidéos sur Dailymotion et donc aussi chez tous nos partenaires qui utilisent notre player. Donc ça fait 6 ans que je bosse sur ce projet. Depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, je dirige donc toutes les équipes engineering ad tech et donc tous les projets aussi liés à la publicité en ligne chez Dailymotion sur les vidéos, ce qui est aussi les bannières qui sont encore un autre type de pub. Est-ce que du coup il y a une autre équipe ad tech sur ce genre de bannières? Non, pour les bannières on utilise une solution tierce partie. Ok, d'accord. Voilà. C'est combien de personnes dans l'ad tech aujourd'hui chez Dailymotion? Alors si tu comptes tech et produits, on est 20-25. Ok, ah oui, donc ça commence à faire du monde. Oui. Alors, je me permets juste une précision pour l'ensemble des auditeurs. Vous allez nous entendre plusieurs fois dire l'ad tech. Okay. Alors attention, parce qu'il y a effectivement, on le dit un peu vite, mais donc on parle de l'ad tech pour l'advertising technologies. Donc c'est toutes ces technos autour du monde de la publicité, parce qu'effectivement c'est le cœur de métier de Dailymotion. Enfin, vous faites de la vidéo, mais vous n'êtes pas producteur de vidéo en tant que tel. C'est avant tout une plateforme de vidéo. Alors c'est une plateforme de vidéo effectivement, et ça reste notre produit phare, c'est-à-dire l'hébergement vidéo et le display via le player, l'affichage via le player. Mais effectivement, c'est un business qu'on appelle ad-based, donc entièrement basé sur les revenus publicitaires. Et donc effectivement, les revenus Dailymotion sont générés via l'ad tech. Ouais. je peux faire attention à bien le dire. Non, mais je pense qu'on en a pour 1 heure, donc t'embête pas. Voilà, les gens sont prévenus maintenant. Quand ils entendent dire l'ad tech, ils savent que c'est pas la tech, c'est l'ad tech. Alors du coup, pour creuser un peu sur ce sujet de la publicité, alors je sais qu'on n'aura pas tous les secrets de Dailymotion, bien évidemment, mais on va essayer de comprendre un peu tout l'aspect technique qui va derrière. Dans un premier temps, alors comment est-ce qu'on pourrait attaquer le truc? Parce que donc on a il y a comment identifier les centres d'intérêt des gens, comment après identifier la publicité qui va intéresser ces centres d'intérêt, et après faire en sorte de faire ce matching rapidement. On commence par quoi? On commence par les... Si tu veux, déjà, je peux peut-être te présenter un peu en termes de trafic ce que ça représente, pour aussi qu'on comprenne pourquoi on a eu besoin de créer notre propre plateforme aussi en interne. Chez Dailymotion, aujourd'hui, on est à peu près à 300 millions de visiteurs uniques et 2 milliards de vues. C'est des chiffres qui sont en deçà de la réalité parce qu'aujourd'hui, on est en croissance. Et ça, c'est par an, par mois, par jour? Là, pardon, c'est par mois. Par mois? Par mois, voilà. 3 milliards de vues par mois? Non, 2 milliards de vues par mois et 300 millions de visiteurs uniques. Et on est en croissance parce que à chaque fois qu'on signe aussi des partenariats, ça veut dire plus de vidéos. On est, dans les derniers chiffres, on est le premier player européen au monde et le 2e player en France en termes d'audience. Okay. Donc, c'est-à-dire que
Ça fait quand même beaucoup de vues, comme tu peux le voir. Et donc, il y a 6 ans, 7 ans, en fait, c'est en 2015, quand il y a eu le rachat de Dailymotion par Vivendi. Ils y ont vu une pépite dont on pouvait se servir justement pour faire quelque chose d'intéressant. Et la puissance de Vivendi nous a donné aussi la possibilité de créer notre propre plateforme de publicité pour une raison simple, c'est répondre aux besoins de Dailymotion de manière vraiment très spécifique, mais aussi aux besoins de tous nos partenaires. Parce que chez Dailymotion, on fait de la publicité, ce qu'on appelle on-site, c'est-à-dire sur nos domaines qui nous appartiennent, sur nos applis, mais aussi off-site, c'est les domaines de nos partenaires et les applis de nos partenaires. Et donc, pour répondre à ce besoin, on avait identifié que la meilleure solution, c'était qu'une fois pour toutes, construire notre propre stack pub, plutôt qu'utiliser des tierces parties, parce qu'on n'arrivait jamais à avoir déjà toutes les fonctionnalités dont on avait besoin, et un service qui restait bon tout du long. Parce que ces genres d'entreprises, souvent, sont rachetés par des gros mastodontes. Donc ça, c'était le point de départ. Donc ensuite, tu me disais, c'est quoi la tech? Effectivement, c'est être au cœur des revenus en fait, de Dailymotion. C'est très stratégique. C'est des challenges, comme je disais, on-site et off-site. On-site, les challenges vont être très basés expérience utilisateur. Off-site, on va être vraiment axé besoin du partenaire. Donc, si demain, sur IFTDD, tu utilises le player Dailymotion et que tu as un partenaire de Dailymotion, on va faire en sorte d'appliquer les règles que toi, tu souhaites appliquer en termes de monétisation de tes vidéos ou en termes de non-monétisation de tes vidéos, si tu veux. Donc, tu vois, c'est pas les mêmes problématiques. Donc, c'est les mêmes équipes dev qui gèrent toutes ces problématiques-là. Et effectivement, après, tu as au niveau produit des gens qui sont spécialisés vraiment côté on-site et off-site. Donc ça, cette spécialité, c'est au sein de ton équipe. Il y a une équipe dédiée à une partie ou une autre. Alors, non, parce qu'on utilise exactement la même stack technique, que ce soit on-site ou off-site. C'est juste qu'on va identifier qu'on est on-site ou off-site. Et après, on va appliquer les règles. Donc, effectivement, tu me demandais peut-être comment aller. Est-ce que tu veux qu'on explique peut-être techniquement comment ça marche, ou peut-être dans un premier temps juste ce que fait la tech, le but de la tech on peut y aller vers là, comme tu veux. Le but de la tech, donc je pense que c'est à peu près clair pour tout le monde. Le but, c'est de délivrer la bonne pub au bon moment à la bonne personne dans les délais les plus courts. Tout à fait. On creusera le sujet du RTB un peu plus tard. Moi, en fait, il y a une vraie question que je me pose pour commencer. Je pense que c'est peut-être aussi le plus intuitif pour tout le monde. C'est comment tu fais pour identifier les centres d'intérêt d'une personne qui utilise un des services ou une des applications de la galaxie Dailymotion, pour du coup après l'utiliser. Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu peux utiliser comme données dans un contexte en plus RGPD aujourd'hui en Europe? Comme tu as expliqué, forcément, on utilise la donnée. Alors, du coup, ça va effectivement, on ne va pas pouvoir utiliser les mêmes données qu'on soit sur donc on-site ou off-site. Donc, sur Dailymotion ou un partenaire, on n'a pas les mêmes données forcément. Donc, si c'est un utilisateur, par exemple, identifié, j'ai des infos sur cet utilisateur-là que je n'ai pas le droit de partager, effectivement, dans un contexte RGPD, mais que je peux utiliser moi-même pour cibler une audience. Par contre, je n'ai pas le droit de partager la moindre information personnelle sur quelque utilisateur que ce soit avec une tierce partie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va partager plutôt des profils utilisateurs. Donc, tu sais, quand tu acceptes le consent, quel que soit le site web sur lequel tu vas, et si tu vas regarder la liste, en fait, ça te dit, voilà, je vais partager les infos autorisées par la RGPD avec ces partenaires-là. Et c'est exactement la même chose qu'on va faire. Donc, on va partager le genre d'une personne, si on l'a, la tranche d'âge, si on l'a. Par contre, je peux pas donner son âge précis, son nom, son prénom, son adresse, même son adresse IP, ce genre de choses qui permettent d'identifier un utilisateur ou une utilisatrice spécifiquement, ça je ne peux pas. Et du coup, voilà, à partir en fait de ce profil, c'est largement suffisant pour dire est-ce que cette personne va être intéressée par telle ou telle pub. Oui, parce qu'en fait, quand tu dis que vous partagez l'information avec un annonceur, tu n'envoies pas un listing à l'annonceur en disant, tu vois, c'est juste, tu lui dis, tu cibles en fait ta pub sera diffusée auprès de personnes qui correspondent à tel type de critères. Donc ça, c'est les critères que tu donnes à un annonceur. C'est ça, en fait, à chaque annonce, en fait, ça s'appelle un inventaire. Chaque espace publicitaire s'appelle un inventaire. À chaque inventaire, j'ai un contexte. Donc, dans le contexte, il y a la page web sur laquelle je me trouve.
possiblement le titre de la vidéo, des choses comme ça. Donc des choses qui ne permettent pas d'identifier un utilisateur que je peux partager avec l'annonceur. Et comme je disais, il y a des infos. Alors on passe pas spécifiquement les infos donc aux annonceurs, mais on a un moyen de ce qu'on appelle de synchroniser en fait notre identifiant avec l'identifiant de l'annonceur. C'est-à-dire que je dis à l'annonceur: toi, ton identifiant que tu m'avais envoyé, c'est celui-là. Mais je lui donne pas des infos que moi j'ai sur l'utilisateur. Et lui, après, s'il a des infos sur cet utilisateur, via des cookies qu'il a pu poser par le passé, il va les utiliser pour encore mieux cibler l'utilisateur. Mais nous, on s'arrête vraiment à cette synchronisation-là entre nous et les annonceurs. J'ai eu l'occasion par le passé, moi, de bosser un petit peu sur la tech. Alors, j'étais très loin du niveau que vous avez chez Dailymotion. De ce que je perçois, tu as alors ce que je qualifie comme étant 3 types de données sur l'utilisateur qui permettent de quantifier un peu quel type de persona il pourrait correspondre. Tu as d'un côté les données qui sont renseignées par l'utilisateur, qui peut renseigner à un moment, j'imagine, son âge, son nom, son prénom, sa ville, ce genre de choses, donc qui sont vraiment des infos qu'il va donner de lui-même sur qui il est. Tu as des infos que tu peux déduire en fonction de ce qu'il consulte. Donc quelqu'un qui va regarder que des vidéos de bricolage, bah, tu te doutes qu'il est plutôt intéressé par le bricolage. Que des tutos sur le PHP, bah, tu peux douter qu'a priori c'est un dev. Donc ça, c'est des données qui sont liées au contenu consulté. Et après, il y a ce que moi j'aurais tendance à appeler des données comportementales, même si je sais que la deuxième partie, ça fait aussi un peu des données comportementales. Mais ce que j'appelle des données comportementales, c'est et je sais pas si vous l'utilisez, mais tu vois, je me dis que quelqu'un qui skip toutes ses vidéos, toi, qui fait tous ces trucs en sursaut, ou qui les regarde jamais jusqu'au bout, ou qui regarde plutôt en anglais ou plutôt en français, ou qui fait des recherches soit très précises, soit au contraire parfois assez vagues, qui fonctionne plutôt en recherche ou plutôt à chaque fois avec des liens. Enfin, tu vois, la façon dont il utilise la plateforme et pas forcément ce qu'il consulte, j'imagine que c'est aussi un moyen pour toi de cibler la personne. Et du coup, alors ma question, c'est pas qu'est-ce que vous utilisez, parce que j'imagine que ça, tu n'auras pas le droit de le dire. Mais c'est, alors déjà, est-ce que c'est ces 3 catégories, est-ce que je suis à l'ouest ou est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a moins? En fait, tu vois, comment est-ce que c'est? Et surtout, dans votre algorithme, c'est quoi les données qui sont les plus importantes pour vous? D'accord. Alors, effectivement, il y a ces 3 types de données, donc sur ça, tu te trompes pas. Est-ce qu'on les utilise toutes? Oui. Du coup, le détail, effectivement, je peux pas te le donner. Les plus importantes, c'est pas juste pour nous, c'est pour tout le monde, c'est forcément les données que l'utilisateur donne. Et c'est pour ça que la plupart des domaines, en fait, essayent de convaincre l'utilisateur de créer, par exemple, un compte. Parce que quand tu crées un compte, en général, tu as des infos plus intéressantes sur l'utilisateur. Mais d'un autre côté, tu peux mieux cibler l'utilisateur et lui aussi lui donner moins de pubs. En général, tu as ce côté où un utilisateur logué va avoir moins de pubs parce qu'il va avoir des pubs plus pertinentes. Et une pub plus pertinente, c'est aussi une pub qui génère plus de revenus pour nous, pour le propriétaire de la vidéo, l'owner, le content owner de la vidéo, et pour le publisher, c'est-à-dire que ce soit Dailymotion.com ou un autre. Donc voilà, donc plus toi tu as des infos sur l'utilisateur, mieux tu peux le cibler. Mais encore une fois, même si côté Dailymotion, on a énormément d'infos sur l'utilisateur, on ne les partage pas. Par contre, nous, ça nous permet de dire: ah bah il y a peut-être cette campagne directement en interne, cette campagne-là qui va être bien pour ce profil-là, et du coup déclencher la campagne. C'est marrant parce que j'aurais pensé au contraire, que les données données par l'utilisateur sont, alors je dirais pas les moins fiables, mais tu vois, quelqu'un peut mettre n'importe quoi, ce qu'il veut. Et tu vois, moi, je me suis toujours dit que tu peux en apprendre plus en regardant un historique de recherche, un historique de consultation d'un utilisateur que ce qu'il peut te dire sur lui. Alors, tout à fait. C'est-à-dire que l'utilisateur peut écrire ce qu'il veut et il peut mettre là un âge qui est faux, un genre qui est faux, des préférences qui sont fausses. Mais on va quand même s'en servir dans un premier temps. Nous, après, effectivement, on peut avoir des infos sur l'utilisateur, mais en vrai, ceux qui ont le plus d'infos sur l'utilisateur, au final, c'est les annonceurs. Parce que les annonceurs, eux-mêmes, ils déposent en général des cookies sur les browsers des utilisateurs. Et donc, eux-mêmes savent, via leurs propres cookies, est-ce que le profil de cet utilisateur est intéressant pour tel type de campagne. Parce qu'ils ne peuvent pas utiliser nos données à nous. Ouais. Donc, au final, les annonceurs vont plutôt utiliser les données numéro 2, voire numéro 3 comportementales, s'ils en ont.
Mais nous, au final, c'est quand même les infos utilisateurs qui sont intéressantes pour nous. Mais toi, Donc, du on coup, sert à tu ça. n'as pas accès aux données ici du cookie que l'annonceur peut mettre à... Absolument pas. J'ai accès aux données de mon propre cookie. Ok. On n'a pas le droit de partager les cookies. Ouais, oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Mais du coup, comme tu l'évoquais, parce que tu dis que l'annonceur, lui, il cible les gens en fonction des données données par l'utilisateur et qu'il identifie pardon, grâce aux cookies. Mais dans quelle mesure ce que l'annonceur, lui, a perçu d'un user peut être utilisable par vous, Dailymotion? En aucun cas. Oui, on est d'accord, il n'y a pas de... Ouais. Nous, tout ce qu'on fait, ce que je disais, c'est qu'il nous donne un ID qu'on va stocker, juste l'ID sans les infos. Et on va se dire, bon, bah, quand nous, on a tel ID, l'annonceur, lui, il a tel ID. Donc on lui dit, nous, on a retrouvé cet utilisateur-là. On lui renvoie son ID et lui, il utilise ces données. Nous, à aucun moment, on a accès à ces données-là. Et l'annonceur, à aucun moment, accès à nos données. C'est vraiment juste une synchro Ouais. des identifiants, c'est tout. Alors du coup, je suis désolé, mais je trouve le sujet hyper intéressant, mais... Alors que c'est une toute petite partie en vrai du système. Ouais, non, mais j'imagine que mais pour toi, c'est tout petit, mais parce que du coup, pour moi, là, les cookies, c'est effectivement, c'est entièrement... c'est imperméable entre chaque truc. Et du coup, enfin, tu vois, cette clé, elle est faite comment? C'est au travers d'une adresse email que du coup, tu as identifié que le user machin, parce que Non, t'as pas le droit de transiter ce genre de choses. c'est un ID généré qui est totalement aléatoire, qui ne contient aucune info sur qui que ce soit. Et c'est quoi? C'est quand quelqu'un part de Dailymotion, en cliquant sur une pub, du coup, tu passes l'ID que tu as sur Dailymotion quand il arrive là-bas, et du coup, il y a un lien qui est fait, ou tu sais, j'essaie de voir comment est-ce que... Non, moi j'ai l'ID de l'utilisateur en interne, Ouais. donc ça, il reste chez nous, il bouge jamais. Et on a une table de correspondance qu'on stocke petit à petit. C'est-à-dire que quand un DSP va vider, il nous envoie un ID en même temps qu'on stocke chez nous. Et la fois d'après, on retrouve le même utilisateur chez nous. On dit au DSP, bah tiens, c'était l'ID que tu nous avais donné il y a 2 semaines quand tel utilisateur était là. Mais ça s'arrête là. Ah, d'accord, donc c'est grâce au DSP. Alors le DSP, pardon, j'ai pas expliqué, c'est Oui, l'outil qu'utilisent les annonceurs. Oui, c'est un ID généré qui est totalement aléatoire qu'on va stocker. Mais il Ok. y a vraiment pas de Ouais. Eux n'ont pas le droit de nous envoyer les données, nous on n'a pas le droit de leur envoyer de données de toute façon. Ok, donc c'est plus clair sur cette partie donc données de côté utilisateur et ce Ouais. transfert qui est fait. Alors, effectivement, tu as évoqué les DSP. La tech, c'est effectivement c'est une myriade d'utilisateurs dans tous les sens. Et je pense que la bonne partie des gens n'en ont pas conscience. Est-ce que tu peux essayer de nous faire un tableau un peu, alors déjà de ce qu'est un DSP et de tous les autres acteurs qui interviennent autour de tout ça? Alors en fait, tout d'abord, quand tu rentres dans la tech, il y a ce qu'on appelle un exchange. Donc l'exchange, son rôle, il est très simple, c'est mettre en relation des publishers et des advertisers. Donc des publishers, c'est des domaines. Pour nous, un publisher, c'est un domaine qui utilise le player Dailymotion. Et un advertiser, c'est un annonceur. Donc comme tu disais, donc c'est une agence de pub, une marque qui va utiliser un DSP. Donc en gros, c'est un endroit où il y a une pub qui est possible à afficher. Voilà. Et quelqu'un qui veut afficher une pub. C'est ça. Donc moi, en général, j'utilise l'exemple, enfin c'est celui qui est le plus utilisé en ligne, en fait, d'une mise aux enchères. Donc côté SSP, on te donne ce qu'on appelle un inventaire, donc un espace publicitaire à vendre, et il va le mettre en vente auprès des DSP, et donc en leur demandant de bider, donc d'enchérir. Et pour résumer, c'est l'enchère la plus haute qui gagne. À la différence d'une mise en chère classique, c'est que tu ne sais pas combien a bidé l'autre. Donc, tu ne sais pas combien tu dois enchérir pour gagner. C'est ça. Et l'exchange décide de qui a gagné. Donc, il y a plein de DSP, tu disais, dans le monde. Il y a des très gros, il y a des très petits. Aujourd'hui, nous, on a la chance d'être intégrés avec les plus gros DSP du marché, mais c'est aussi parce que, comme je te disais, on a le groupe Vivendi derrière, qui de par son poids, son importance et du coup notre synergie avec Vivendi, nous a permis aussi de négocier avec les plus gros acteurs du marché. Mais on est aussi intégré avec des plus petits DSP. De toute façon, plus tu es intégré avec des DSP, plus tu as un pool de publicité disponible et donc aussi de possibilités de remplir ce qu'on appelle donc l'inventaire. Donc l'inventaire pour les gens comme toi et moi, quand on se balade dans la rue, ce serait les abribus, les encarts dans le métro et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est de l'inventaire en fait. N'importe quel espace publicitaire, c'est un inventaire. Pour nous, dans la tech chez Dailymotion, l'inventaire, c'est les espaces pubs avant les vidéos, pendant les vidéos, après les vidéos. Donc on appelle pré-roll, mid-roll, post-roll. Et donc c'est cet inventaire-là qu'on veut remplir le plus possible. Le but du DSP, donc c'est Demand Side Platform, donc c'est la demande, c'est d'acheter un inventaire au meilleur prix
mais aussi le plus proche de la cible voulue par l'annonceur à la base. Donc, si une marque demande à cibler tel type d'utilisateur, le but du DSP, c'est d'acheter de l'inventaire le plus proche de cette cible possible. Et plus on est proche de la cible, plus le DSP est prêt à payer cher. Ouais. Voilà. Et le but du SSP, donc, c'est de vendre cet inventaire au bon DSP en fonction des règles du système aussi et en fonction du prix. Donc, obtenir le meilleur prix pour un inventaire tout en respectant toutes les règles du système. Et il y a énormément de règles dans le système, ce qui rend la tech, d'un point de vue technique, complexe, mais justement, c'est aussi ce qui le rend intéressant, c'est qu'il y a des challenges tous les jours. Parce que donc le DSP, c'est là où les annonceurs posent leur contenu publicitaire, donc que ce soit leurs vidéos, leurs textes, leurs images, enfin c'est ce qu'ils veulent. Le SSP, c'est là où des gens comme Dailymotion vont eux se connecter pour plugger leur inventaire et qu'à chaque fois qu'il y a une page qui est affichée, faire une demande de remplissage qui du coup passe par le SSP qui va s'interfacer avec le DSP. C'est ça. Alors nous, c'est pas quand la page est affichée, c'est quand on lance le play sur Ouais. la lecture vidéo, mais c'est ça effectivement. Ok. Et donc du coup, vous aujourd'hui, parce que du coup, donc, vous avez construit votre propre stack d'AdTech. Elle va jusqu'où votre stack? Est-ce qu'elle remplace le DSP? Alors, on a l'intégralité de la stack, sauf le DSP. Donc, on utilise un DSP partenaire pour en fait gérer ce qu'on appelle les campagnes directes. Les campagnes directes dans le monde de la pub, ça va parler à tout le monde, c'est les pubs télévisées. Donc, on a un contrat, on veut afficher notre pub tant de fois et idéalement à tel profil. Donc, dans ce cas-là, on va s'engager en fait sur un nombre de vues. Et au mieux, on va faire au mieux pour atteindre le profil voulu. Exactement comme à la télé, où en fonction de l'heure de la journée, on a certains types de pubs. Bah, ça, c'est donc pour ce genre de campagne. Comme c'est des campagnes, on sait à l'avance ce qu'on va afficher. On utilise un DSP qu'on considère comme interne. C'est un partenaire, mais c'est comme un DSP interne. Du coup, pour stocker ces pubs-là. Donc, mais effectivement, cette partie-là, c'est la seule qu'on n'a pas construite nous-mêmes. Par contre, donc le SSP, l'Exchange, et donc tous les autres services à côté ont été construits en interne. Donc ça veut dire qu'un annonceur qui veut diffuser sa vidéo sur Dailymotion, il n'a pas besoin de la déposer sur Dailymotion. En fait, il crée un fichier en format vidéo qui va correspondre au standard que vous avez défini. Ouais. Alors, on n'a pas défini le standard, c'est l'IAB, oui. Effectivement. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais le format utilisé s'appelle le VAST. Donc vous trouverez y a pas, si on tape VAST, alors tapez pas juste VAST et ads, sinon on va pas trouver, mais dans le format VAST, effectivement, tu as tous les critères, tous les détails pour faire une publicité vidéo. Et donc l'envoi se fait sous ce format-là d'un VAST, donc c'est un fichier au format XML, qui contient effectivement la publicité vidéo à afficher. Et donc j'insiste sur publicité vidéo parce qu'en fait, comme on est sur de la vidéo, on fait que de la publicité vidéo et audio. On fait pas des publicités juste images fixes, par exemple. Oui, parce que quand tu adresses un DSP, tu peux avoir que des retours textuels ou images en fonction de ce que tu choisis. Effectivement, le DSP, en fonction de ce que tu lui demandes, va t'envoyer une réponse en fonction de ce que tu lui demandes. Ouais. Il y a d'autres acteurs encore sur la chaîne, je me souviens plus très bien. Il n'y en a pas d'autres encore? T'as des régies aussi qui peuvent... Tout ça, effectivement, c'est-à-dire qu'un SSP peut appeler un autre SSP, en fait. Ouais. Et dans ce cas-là, il va se passer la même chose qu'on fait. Donc, ce SSP lui-même va appliquer ses propres règles, va appeler des DSP, et ainsi de suite. Mais pour nous, un SSP, quand on rappelle un autre SSP, on le considère au final comme un DSP parce qu'on attend de lui qu'il nous envoie une réponse, effectivement. Donc, c'est pour ça que tout ce qui sort en fait d'un SSP, on appelle ça une bid request, donc une demande d'enchère. Et toutes les réponses, d'où qu'elles viennent, on les appelle des bid response, donc des enchères au final. Et effectivement, il y a, c'est-à-dire qu'on peut appeler un exchange, notamment. On peut appeler un ad network, on peut appeler un SSP, on peut appeler des DSP en direct, on peut appeler notre propre DSP. Donc effectivement, il y a plein d'acteurs et ça peut être sans fin. C'est pour ça qu'aussi on maintient des timeouts à chaque bid request vers chaque DSP ou chaque entité pour éviter que ça ne prenne trop de temps parce qu'au final, il y a quand même l'expérience utilisateur qui est importante. Le but, c'est de ne pas te faire attendre une minute l'utilisateur qu'il ait pour une pub en plus. Publicité, voilà. Donc, on va maintenir des timeouts, quitte à exclure à terme ceux qui attendent trop longtemps avant de répondre.
Et au bout de ce timeout, bon, bah, si on n'a pas de pub, on n'a pas de pub et on lance la vidéo. En sachant que le timeout, j'imagine, est encore plus bas sur une pub que sur une page normale. C'est-à-dire que les gens ne sont pas prêts à attendre aussi longtemps pour une pub que pour le contenu qu'ils sont venus chercher. Oui, alors les timeouts, effectivement, sont changeants selon plein de critères. Donc, je ne peux pas te donner les critères, mais effectivement, on n'a pas les mêmes timeouts pour une pub que pour une vidéo, le contenu lui-même, oui, bien sûr. Et du coup, ça veut dire que comme tout ça, ça passe par des standards définis par l'IAB. Du coup, toi, quand tu contactes le SSP en disant bah voilà, j'ai un truc qui est en train de s'afficher pour tel type d'utilisateur, en fait, les paramètres que tu définis sur ton utilisateur, en fait, elles sont, c'est comme c'est très standardisé, tu peux pas dire demain, tu peux pas ajouter comme critère que ton utilisateur, il a un niveau de batterie de son ordinateur qui est à 83%. Non, on peut pas donner. Tu peux pas ajouter des critères en plus, quoi. On peut pas donner des critères en plus selon la norme IAB. Ce qu'on peut donner, c'est juste des paramètres, mais qui permettent d'activer ou désactiver des fonctionnalités au niveau des DSP. Mais ça, c'est juste de l'intégration. Mais effectivement, les noms des paramètres et le contenu des paramètres doivent respecter ce qui est défini dans la norme IAB. Mais du coup, quel levier tu as, toi, Dailymotion, pour améliorer le match entre une pub et un utilisateur? Alors, en fait, il faut savoir qu'on a une position un peu unique, Dailymotion, par rapport aux autres acteurs du marché qui ne font par exemple que de la vidéo. C'est comme je te disais, on a 3 produits pour résumer. On a le contenu, donc c'est voilà, nos data centers, on stocke nos propres vidéos. On a le contenu de nos partenaires, nos propres contenus. On a le player, donc un moyen de diffuser ce contenu. Et enfin, on a la stack pub qui permet de monétiser ce contenu via notre player. Donc en fait, on a une stack complète de bout en bout. Et ça, en fait, dans le monde, je pense que tu peux les compter sur les doigts de deux mains, les entreprises qui font ces deux choses-là. Et c'est pour ça que je disais qu'on a une position assez unique. Et c'est parce qu'on a cette position unique qu'on a aussi cette compétence à monétiser au mieux notre contenu. On connaît très bien notre contenu parce qu'il est hébergé chez nous. Donc, on a plein de métadata sur ce contenu-là. Quand on est donc on a un utilisateur sur nos domaines ou sur nos apps, on a aussi donc les infos qui vont avec. Et du coup, ça nous permet de monétiser au mieux et de cibler au mieux. Alors, il y a une autre chose qu'on fait pour le ciblage, parce qu'on ne peut pas cibler que les utilisateurs, parce que comme tu peux l'imaginer, tous les utilisateurs ne sont pas logués. Et ben, on va aussi en fait catégoriser les domaines de nos partenaires. Donc les catégoriser, c'est-à-dire leur donner une IAB catégorie. Donc dans le standard IAB, il y a donc une liste d'IAB catégories, c'est des codes pour résumer, et ça va de quelque chose de très très macro, genre business, auto-moto, à quelque chose de très très précis. Vêtements enfants, enfin voilà, ça, selon le tiers que tu utilises. Ça s'appelle Oui, des tiers. comme tu passes par un appel qui est standardisé par les standards de l'IAB, par exemple, tu peux pas envoyer comme message que la personne qui va afficher une pub, elle est intéressée par les vêtements pour bébé de la maison Cartier, par exemple. Bah, tu as l'IAB catégorie que tu peux passer dans la request. Oui, mais qui correspond à un catalogue, j'imagine, Bien sûr, de mais catégories qui est figé. Le catalogue est figé, mais il est aussi assez spécifique pour couvrir la plupart des cas existants. Il y a même le cas inconnu qui est géré. Donc ouais, en fait, on peut passer l'IAB catégorie du domaine, par exemple, sur lequel se trouve l'utilisateur. Donc, si on identifie que, je sais pas, c'est un domaine avec du contenu automoto, comme je te disais, bah, pourquoi pas lui mettre une pub pour acheter un véhicule ou des choses en relation avec le sport automobile, des choses comme ça. Donc, et ça fait partie des choses qu'on peut totalement passer, effectivement, et qui suffit en termes de ciblage. En fait, peut-être que dans la pensée des gens, on cible les gens jusqu'à avoir une pub pour une personne dans le monde, ce n'est pas vrai. Au final, on cible finalement des profils. On cible pas une personne en particulier. Ouais. Mais tu vois, en même temps, alors, comment je peux raconter ça? On entend souvent les gens dire que ils parlent d'un truc à un collègue et que le lendemain, ils ont une pub hyper ciblée sur le truc. Et moi, quand j'entends ça, je rigole parce que je leur dis, mais si vous saviez la puissance qu'il faudrait pour réussir à écouter ce que tout le monde raconte en permanence, le trafic que ça représente, le CPU que ça représente pour analyser tout ça, c'est colossal et ce serait pas rentable. En revanche, il y a quand même un truc qui est quand même surprenant,
c'est que en ce moment, moi, je sais pas pourquoi il y a quelque chose, je me suis dit, tiens, et si je me trouvais un t-shirt que j'aime bien, et je l'achète en 15 exemplaires, comme ça, le matin, je m'emmerde pas, j'ai toujours un t-shirt à ma taille qui me va, et j'ai pas à me poser de questions, est-ce que je prends un rouge, un noir, un bleu, un jaune, avec tel motif ou pas? Parce que j'ai des t-shirts de dev comme beaucoup de devs. Et ben, je te jure que j'ai fait aucune recherche sur le sujet, mais vraiment aucune. Et 2 jours après, sur TikTok, je tombe sur un truc sponsorisé qui me propose un t-shirt fait sur mesure. Et depuis, je le vois plusieurs fois par jour. Et donc, je sais qu'on n'écoute pas et que ces technos n'ont pas les moyens non plus de lire tous les messages que j'envoie parce que, pareil, de toute façon, c'est crypté, c'est trop de volume d'informations et compagnie. Mais de ton point de vue, comment est-ce que ça peut être Ouais. possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, déjà, je peux te dire que chez Dailymotion, on n'a pas du tout cette puissance-là, d'analyse et effectivement, comme tu le dis, même les plus gros acteurs, ont pas cette capacité à analyser tout ce que tu dis, tout ce que tu fais ou est-ce que enfin, ce que tu envoies par message et de toute façon, la plupart de ces infos sont effectivement écryptées et de toute façon interdites. Enfin, ils ont Ouais. pas le droit ils ont pas le droit d'utiliser tes audios pour t'analyser et de toute façon, la puissance de calcul pour faire ça, serait, beaucoup trop grande. En fait, c'est ce qu'on appelle, ce que tu disais tout à l'heure, c'est des analyses comportementales. Mais les seuls capables de faire des analyses aussi poussées et être capables, limite, d'anticiper ton besoin ou ton envie, c'est, ceux qui ont assez de données pour le faire. Donc je les cite pas, mais je pense que tu sais desquels je parle Ouais. et effectivement parce que c'est en fait, ces grands acteurs-là, ils ont la capacité de te suivre à travers toute ta navigation, pas que sur ton browser. Si tu as un téléphone, de la marque de leur OS, ils peuvent te suivre. Si tu donnes des accès, de tracking d'une appli à une autre, tu vois, maintenant quand tu lances les applis, ils te demandent d'autoriser ou tu vois, à te demander, de ne pas me suivre, ainsi de suite. Donc en fait, ton comportement fait que de toute façon, à un moment ou à un autre, tu rentres dans une case et c'est là toute la puissance des algos de machine learning, qui existent, ils sont capables limite de savoir avant toi de quoi tu vas avoir envie, de quoi tu vas avoir besoin et du coup, ça te donne cette impression de: «Si j'ai pensé à acheter ça et ils me l'ont proposé». En fait, il suffit que tous les gens qui rentrent dans ta case, il y en ait 1 ou 2, 3, 4, 10 qui ait fait cette recherche et du coup, on se dit: «Bon, bah, lui, il a tel profil qui ressemble à ces profils-là, eux, ils ont cherché ça, peut-être que ça l'intéresse, donc j'y vais» Ouais. et en fait, je pense que ça t'a marqué parce que c'est une pub vers pour quelque chose que tu voulais vraiment. Mais compte les pubs que tu as vues où c'était pas vraiment quelque chose que tu veux et en fait, elles t'ont pas Bien sûr. marqué. Du coup, elle t'a marqué parce que cette fois-ci, ça a Ouais. marché. Mais sûrement qu'il y en a d'autres qui ont reçu cette pub et en fait, ça les intéressait pas. Et puis, ce que je comprends aussi dans ce que tu dis, en fait, c'est que l'idée que j'ai eue d'acheter ce t-shirt unique, en fait, elle m'est pas venue toute seule. Elle est venue d'un truc. Et en fait, le truc, je l'ai peut-être consulté sur une plateforme où Exactement. le gars, en fait, avait accès. Exactement. Tu as vécu certainement le même type comme tu disais, de navigation que quelqu'un qui a fini par aller, acheter ça et du coup, les algos, vont dire: «Bon, bah, telle personne peut-être qu'avec son profil, ça peut être intéressant de l'emmener et sûrement que ça l'intéressera». Parce que c'est aussi quelque chose peut-être qui ne parle pas beaucoup aux gens, mais c'est qu'en fait, le but d'une pub, surtout en ligne, c'est qu'elle arrive à la bonne personne. J'ai aucun intérêt à montrer une pub qui n'intéresse pas la personne et c'est là la difficulté, tu le disais au début. C'est là la grosse difficulté, c'est de te montrer une pub qui en fait t'intéresse, pas une pub qui te donne envie juste de passer à autre chose. Donc effectivement, c'est très fort. Ça te donne l'impression d'être écouté, mais non, Ouais. personne n'est écouté, personne n'est filmé, on n'analyse pas les messages que les gens envoient. C'est juste qu'en fait, on est très nombreux à se comporter de la même façon. Donc, c'est une question de cohorte, quoi. C'est ça. Et donc, si on reprend cet exemple donc de mon envie d'un t-shirt unique, à la fin, ça se traduit auprès d'un appel à un DSP où c'est dit juste j'ai un homme blanc d'une quarantaine d'années qui est intéressé par des t-shirts ou la catégorie est quand même un peu plus précise que ça. Je sais pas les catégories, il y en a des Ouais, milliers. j'imagine. T-shirt, ça existe. Au-delà de t-shirt, je sais plus. Mais tu vois, en fait, ma question c'est à quel point cet appel vers le DSP est précise ou c'est juste aussi entre guillemets un peu un lucky shot qui fait que Bah, comme tu disais, on va plus souvent, nous, en tout cas, moi, en tant que Dailymotion, je dis pas que tu es intéressé par tel type de choses, parce que, ce serait donner des infos sur toi. Par contre, je vais te dire: «Le contenu que tu es en train de regarder, c'est tel type de d'IAB catégorie», tu vois? L'annonceur, lui, s'il a des infos sur toi, sur ce qui t'intéresse,
là, il va pouvoir les utiliser. Dans le cas que tu viens de donner, Ok. c'est certainement l'annonceur qui avait des infos sur toi et pas le publisher. Tu vois. D'accord. Donc, c'est souvent les annonceurs qui ont ces infos-là. Donc c'est au niveau du DSP que l'enchère peut flamber parce que le gazi, lui, je le veux vraiment. Exactement. Ok. Donc, voilà. Alors du coup, revenons, creusons un peu ce sujet, pardon, des enchères, donc Ouais. ce qu'on appelle le RTB dans la tech. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que ce RTB et comment est-ce que vous intervenez là-dedans chez Dailymotion? D'accord. Donc en fait, c'est ORTB, c'est pour Open Real-Time Bidding. Donc c'est un protocole donc normalisé aussi par l'IAB. Donc c'est le protocole qu'on doit utiliser pour échanger entre un SSP et un DSP, et tous les DSP. Les échanges, ils se font au format JSON entre le DSP et le SSP et les DSP. C'est des requêtes HTTP classiques. Donc en fait, l'exchange va envoyer en parallèle, donc le SSP va envoyer en parallèle à un ou plusieurs DSP, donc en fait, une bid request, comme je disais, une demande d'enchère. Et en fait, comme je te disais, un ou plusieurs en fait en fonction des règles à appliquer. Donc ça peut être donc en fonction des paramètres dans tel pays pour telle catégorie d'âge, j'ai identifié ces campagnes-là et donc ces DSP-là. Et donc, j'appelle ces DSP-là, je leur envoie tous une bid request ou un seul, selon si on a ce qu'on appelle open auction, private auction ou direct pour les campagnes que je t'expliquais un peu télévisées. Et en fait, une fois que tu fais donc cet appel, tu attends. Donc, il y a les fameux timeouts dont on a parlé, et pareil, sont définis dans l'ORTB. Et donc, j'attends la réponse des DSP. Il y a même, on peut avoir ce qu'on appelle des multi-bids, donc un DSP qui bide avec plusieurs réponses d'un seul coup, au cas où si on en refuse une à cause d'une règle interne, et on en a une autre en backup, quoi. Et donc tout ça, c'est l'application pure et dure de l'OpenRTB. Nous, pour donner un exemple, quand on a des pics de trafic, on atteint par instance jusqu'à 5000, 6000 bid requests, donc par instance, donc c'est énorme, avec un temps de traitement moyen de bout en bout de 300-400 millisecondes. Alors attends, donc, tu parles de 3 à 5 000 bid requests par seconde? Par seconde, par instance. Mais du coup, donc par instance, c'est l'instance de serveur que vous avez. Ok. Ouais. Donc ça représente effectivement un gros volume. Et un temps de réponse moyen ou maximum de 300 millisecondes? On a un temps de... Alors, c'est pas un temps de réponse, c'est le temps de traitement, c'est-à-dire entre bid request, donc analyse, application des règles métiers, choix des DSP, bid request, bid response, choix du vainqueur. Okay. Donc tout ça, on est sur à peu près 400 millisecondes. Est-ce que alors tu le sais pas parce que j'imagine que c'est leur source interne, mais tu vois à quel point est-ce que le fait d'avoir déjà cliqué sur une pub avant sur un secteur en particulier, ça joue dans le choix d'un annonceur? C'est-à-dire si l'utilisateur avait déjà cliqué sur une pub, est-ce qu'il va avoir tendance à lui redonner la même pub, c'est ça? Ou d'un domaine similaire. Tu vois, ma parent qui a déjà acheté des t-shirts, du coup peut-être qu'il y a plus de chances que je... Alors, je connais pas les règles que chacun applique, mais dans le monde de la pub, encore une fois, il y a des règles qui s'appliquent. Et en fait, en fonction de celui qui t'a montré la pub en premier, il y a une time frame pendant laquelle si tu achètes le produit en question, il y a un rev share, un revenu share avec l'annonceur qui t'a montré la publicité. Et en fait, une fois que cette time window se termine, il y a deux solutions. Et d'ailleurs, tu dois le voir. Soit la pub, t'arrêtes de la voir, parce que du coup, finalement, on se dit que tu vas pas l'acheter. Soit tu vas recommencer à la voir, mais peut-être dans un autre contexte, parce que c'est un autre DSP qui a pris la suite, ou peut-être que c'est le même DSP qui recommence. Mais si tu regardes bien, au bout d'un moment, quand tu n'achètes pas un produit, tu arrêtes d'avoir cette pub. Ou si tu l'achètes, tu arrêtes d'avoir cette pub. Parce que du coup, il n'y a plus d'intérêt à te la montrer. Et donc, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la conversion, le fait d'avoir quelqu'un qui clique et achète le produit. Rien que le fait de cliquer, déjà, c'est un événement important. Et en fait, une fois qu'il y a eu la conversion, tu n'as pas besoin immédiatement de renvoyer à la même
personnes, aux mêmes utilisateurs ou en tout cas au même profil les mêmes publicités. Oui, mais tu peux être dans le même domaine. Tu vois que quelqu'un qui a déjà cliqué sur des pulls, sur des vêtements, sur des skateboards, je sais pas. Tu as plus de chances que sa prochaine pub, il reclique aussi si c'est le même domaine. Alors que si tu lui montres une voiture, bah, s'il a cliqué sur un skateboard juste avant, le lendemain, une voiture, il y a pas de chance à le. Bah là, comme tu disais, en fait, chaque annonceur va avoir Ouais. ses règles. Donc là, je suis pas capable de te répondre à cette question-là en particulier. J'imagine que ça dépend aussi du type de produit. Comme tu disais, si la personne a acheté une voiture, tu vas pas lui proposer tout de suite une voiture. Si elle a acheté un skateboard, peut-être tu vas lui proposer des produits d'entretien, des housses, des trucs comme ça. Donc oui, j'imagine qu'il y a de quoi tirer le fil, entre guillemets. Mais là, en fait, comme on n'est pas un annonceur, nous on est vraiment on est un publisher Dailymotion et on est un exchange, donc on a ce produit-là. Mais c'est vrai que j'ai pas la réponse à ces questions-là parce que je gère pas au jour le jour des problèmes moi-même d'annonceur ou en tant qu'annonceur parce qu'on n'est pas un annonceur. Du coup, pour revenir à des sujets tech, comment tu fais? Alors, c'est quoi le plus gros challenge pour tenir? Parce que quand même, ce délai de 300 millisecondes, il est quand même très très bas avec le nombre de tous les côtés. Quand on prend le nombre de personnes qui sont consultées dans cette chaîne, avec le SSP, le DSP qui lui va consulter de son côté pas mal d'annonceurs. Enfin, il y a quand même pas mal d'étapes. Le fait que tu as aussi après, faut charger le média que tu vas afficher. Donc, tu as un temps de réponse qui est quand même très court. C'est quoi le plus gros challenge que tu as pour tenir ce délai? Alors en fait, il n'y en a pas qu'un, mais bon, déjà, il faut aussi comprendre que tous les acteurs ont intérêt à aller au plus vite. Ouais. Parce que tout le monde a intérêt à ce que ça se passe bien. Le chargement de la vidéo elle-même ne fait pas partie des 4 millisecondes, 400 millisecondes. C'est vraiment parce que dans le VAS, tu as le lien vers la vidéo, la pub vidéo affichée, mais c'est pas la vidéo elle-même. On t'envoie pas le fichier vidéo dans la réponse. Donc en fait, ce qu'on fait nous, au niveau de la configuration de l'exchange, pour chaque bidder, donc un bidder en général c'est un DSP, il peut avoir d'autres types de bidders, donc c'est pour ça qu'on l'appelait bidder, mais restons sur le DSP pour l'instant. On a dans la configuration de l'exchange des serveurs de DSP spécifiques à chaque région, par exemple. Donc en fonction de la région du monde où on se trouve, on va appeler la bonne requête HTTP. Donc pour réduire la latence. Pour aller au plus près physiquement, pour aller au plus près déjà, rien que ça. C'est-à-dire qu'un aller-retour Europe aux États-Unis, tu peux compter, je crois, 200 millisecondes entre l'aller et le retour. Alors que à ce point-là, je pensais pas que c'était. Je crois que c'est aussi long que ça. Parce que du coup, quand tu te préoccupes comme ça de ces sujets de latence, ça montre que tu vas chercher la moindre milliseconde que tu peux aller grappiller. C'est ce qu'il faut faire parce que la moindre milliseconde, elle est importante à tous les niveaux, même juste en termes d'infrastructure, ça fait moins de temps d'attente, ta requête qui dure moins longtemps et du coup, t'as moins de ton thread qui se termine du coup pour une requête en particulier, mais ça veut dire que ta charge serveur va être la plus petite possible. Donc effectivement, il faut optimiser tout ça. Et encore une fois, les DSP aussi, ils ont intérêt à faire ça. Donc c'est pour ça qu'ils ont aussi des serveurs dans les régions. Et donc nous, on va faire en sorte d'appeler le bon serveur dans la bonne région pour avoir déjà rien qu'en temps de latence réseau, la plus faible possible. C'est aussi pour ça qu'on maintient les timeouts dont je te parlais plus tôt. Et nous-mêmes, quand on crée des nouvelles fonctionnalités, parce que c'est un monde très changeant, le monde de la pub. Par exemple, tu parlais de la RGPD. Appliquer les RGPD, c'était un gros process. Et comme tu peux imaginer, du coup, ça veut aussi dire du code finalement qui s'applique et qui va s'appliquer dans telle région du monde, mais pas dans telle autre région du monde. Et en Californie, c'est la CCPA qui va s'appliquer. Au Canada, tu en as encore une autre. Au Brésil, tu en as encore une autre. Donc toutes ces règles-là doivent s'appliquer en quasi temps réel. Donc on ne dit pas qu'on est en temps réel, on dit qu'on est en low latency parce qu'on n'est quand même pas sur de la microseconde en réponse. Mais ça reste quand même on a quand même un besoin de temps de réponse qui soit le plus faible possible. Donc nous-mêmes, quand on développe au cœur de l'exchange, on fait en sorte toujours effectivement d'être optimisé au maximum. C'est pour ça qu'historiquement, alors c'est pas un critère de réussite, mais historiquement, quand on a commencé à coder l'exchange, on l'a fait par exemple en C++, pour pouvoir avoir cette maîtrise vraiment qui reste, qui est un langage haut niveau, mais qui reste assez bas niveau en termes de gestion des threads et des process, pour être le plus optimisé possible.
Donc, d'ailleurs, c'est la seule partie de tout Dailymotion qu'en C++ aujourd'hui, Ok. c'est le SSP. En fait. Et à quel point c'est un sujet de code ou un sujet d'ops? Parce que tu vois, quand ces problèmes de performance, tu pourrais dire, bah, je mets plus de machines, je mets plus de CPU, plus de mémoire, je mets un data center dans chaque pays du monde. Tu vois, on peut faire marcher la planche à billets comme un dingue. Mais du coup, côté dev, comment est-ce que tu fais pour... Bah, en fait, pas vraiment, parce que si on a des serveurs partout dans le monde, en fait, c'est le cas, on a des serveurs pas partout dans le monde, mais dans la plupart des régions du monde. Donc, comme je disais, on a nos propres data centers et dans d'autres régions, on utilise des services cloud. Dans les régions où on n'a pas nos propres data centers. Mais par contre, si ton code n'est pas optimisé, de toute façon, tu ne tiendras pas les délais, même si tu as 50 000 machines en plus, parce que tu as ce temps de traitement qui est unique à chaque requête. Donc, tu as beau exécuter une requête sur chaque machine, le matching des règles, donc je te disais, il y a énormément de règles, c'est des milliers de règles qui s'appliquent à chaque requête. Appliquer ces milliers de règles, ça, c'est le code pur et dur. T'as beau l'exécuter sur n'importe quelle machine. Au bout d'un moment, si ton code il n'est pas optimisé, si ton matching de règles n'est pas optimisé, si ta sélection d'inventaire n'est pas optimisée, tu n'auras pas un temps de réponse qui correspond à notre besoin, ni même à la norme définie par l'IAB. Donc du coup, vous, en tant que dev, vous avez un souci particulier dans vos algorithmies, dans vos process. Ça se traduit comment déjà, ne serait-ce que dans l'onboarding, quand quelqu'un arrive dans l'équipe, ou même dans le recrutement, tu vois, est-ce que c'est juste que tu testes de manière vraiment approfondie? Parce que c'est des vrais sujets où du coup tu peux accompagner les gens là-dessus, vous avez des outils On a du monitoring, hein, comme tu peux imaginer, et pour les charges de chaque instance et pour les temps de réponse. Donc, on a des response time des average response time en permanence. Si on voit une hausse, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc ça, déjà, c'est un trigger d'alerte immédiat. Mais là, c'est presque un trigger qui arrive trop tard. C'est-à-dire que tu décèles en prod, un truc trop long. En général, quand c'est ça, c'est un problème réseau. Okay. C'est-à-dire quand on a ce genre d'alerte qui arrive en prod, c'est qu'il y a eu un problème réseau. En termes de code, de développement, effectivement, on a toute une série. Alors, on a plusieurs tests. On a les tests forcément unitaires, tests fonctionnels, et en fait, on a des tests end-to-end. Et on a des environnements qu'on appelle de staging, de pré-prod et de prod. Et du coup, ces environnements-là permettent de tester en profondeur en fait, tout le code, parce que c'est des copies d'environnement de prod, avec même des copies de données de prod. Donc, on a un dump des données de prod côté AdTech qui permettent de tester en fait sur un environnement quasi prod tous les changements qu'on fait. Tu me disais pour l'onboarding, alors c'est une équipe qui est quand même, alors je sais pas si on peut dire ancienne, mais c'est des historiques qui bossent toujours aujourd'hui sur l'exchange. La plupart ont entre 4 et 6 ans d'expérience. Et comme je te disais, le projet a 6-7 ans. C'est énorme. Donc, alors, il y a une grosse rétention aussi parce que c'est intéressant. Comme je te disais, on a des challenges qui ne s'arrêtent jamais. Du coup, c'est vrai qu'au niveau du recrutement, en général, on est très regardant sur cette partie-là. C'est-à-dire qu'on a tendance à apprécier des profils qui auraient fait soit du temps réel, soit du système embarqué, soit potentiellement de la tech, ce qui est rare chez des devs déjà en place, surtout en France. Parce que comme je te disais, voilà, on est tellement sur un besoin unique et on a tellement une place unique sur le marché qu'on n'a pas forcément tous les profils dont on a besoin qui sont disponibles. Donc, on va avoir tendance à prendre des profils qui ont travaillé sur des contraintes proches des nôtres et les faire monter en compétences sur la tech, plutôt que trouver des profils qui ont déjà fait de la tech. Mais du coup, est-ce que tu vois, au-delà de cette recherche, de cette connaissance de la tech, quand on parle vraiment du sujet de performance du code, donc tu vois, tu fais quand même des gens qui ont une capacité à trouver des algorithmes qui ont une certaine rapidité, qui connaissent bien les différentes les notations en petit o, enfin tu vois, ce genre de choses qui peuvent paraître très théoriques, qui sont d'ailleurs peut-être pas toujours enseignées en France. Même si, ça dépend. Ouais. Mais en tout cas, ceux avec qui on travaille utilisent tous les jours ce genre de notation pour justement voir le type d'algo qu'on fait, et on essaye d'être le plus proche de O2N, quoi. Ouais. Et ça, aujourd'hui, dans le recrutement, vous êtes vachement vigilant là-dessus au quotidien dans
dans les code reviews, c'est des choses sur lesquelles vous avez des outils pour mesurer ce genre de choses. Enfin, tu nous as parlé du staging, mais tu vois, mais est-ce que Alors, on n'utilise pas forcément des outils automatisés, mais sur la code review, on y fait très attention. Et sur le recrutement, effectivement, dans notre manière de tester les candidats, on prête beaucoup d'attention à l'algorithmie, donc pas forcément au succès de l'exercice lui-même, parce qu'il y a tout le contexte d'un entretien qui peut apporter du stress. Par contre, on fait très attention à la manière de réfléchir de la personne. Est-ce qu'elle se dit, bon, comme la plupart, on va essayer en brute force et puis après, on va essayer d'améliorer les choses. Et justement, est-ce qu'elle se rend compte que, tiens, son algo fonctionne, mais il n'est pas optimisé. Est-ce qu'elle va chercher après à faire mieux, ou est-ce qu'au moins, elle est juste capable déjà de dire, ça marche, mais c'est pas optimisé, je pense qu'on peut faire mieux. Donc, c'est plutôt sur ça qu'on va se concentrer quand on fait les entretiens. Pour le dev lui-même, on va dire, il y a les unit tests qui permettent de tester ça. Après, on n'a pas une partie de la CI qui va tester la complexité des fonctions elles-mêmes. Mais tu me donnes une bonne idée peut-être. Ouais. En même temps, ça va être compliqué à automatiser ce genre de choses. Ce serait compliqué à automatiser. Oui, enfin ça reste faisable, mais de toute façon, je sais pas si c'est utile non plus. Je sais pas si ce serait utile pour notre use case. Parce que j'ai connu ce genre de besoin quand on faisait du temps réel, système embarqué avec des temps de réponse à la microseconde près. Là, ça reste quand même low latency, donc on a quand même des exigences, mais je sais pas si c'est au point d'avoir besoin de ce genre de test-là. Et du coup, est-ce que cette recherche d'optimisation, c'est le critère le plus important pour rejoindre une équipe d'AdTech Dailymotion aujourd'hui, ou il y a d'autres Non, alors il y a 3 gros sujets côté AdTech. Donc il y a l'exchange, je pense qu'on en a bien parlé. Il y a le côté player. Donc comme je disais, il y a le player, c'est un produit Dailymotion, mais il y a aussi une partie AdTech dans le player. Donc là, on est vraiment sur des technos front, JS, Preact, donc c'est une sorte de React Lite, je pense que ça te parle. Donc ça, on a toujours des contraintes de temps, mais ça, c'est quoi qu'il arrive, on veut être optimisé au maximum. Mais du coup, sur l'aspect player, on va pas avoir les mêmes critères de recherche que sur l'exchange. Et enfin, il y a la console. C'est vraiment le back-office du système. Donc la console, c'est une API et une UI. Et c'est via cette console qu'on définit toutes les règles du système dont je parlais tout à l'heure, les milliers de règles du système. Donc là, on n'a pas de contraintes spécifiques temps réel. Ça ne nous empêche pas d'avoir fait une API RESTful et la plus rapide possible et qui répond le plus aux besoins aussi de nos stakeholders sur ce point-là. Et en fait, c'est cette console qui envoie toute la configuration dont on parlait tout à l'heure à l'exchange. Donc, plus la console est réactive et plus elle envoie ses règles rapidement à l'exchange, plus elles sont appliquées aussi rapidement, ces règles. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment sur ces... donc, ça, c'est les 3 gros projets sur lesquels on travaille aujourd'hui. Donc, l'exchange qui est en C++, le player qui est en JS, et donc, la console, c'est le back-end en Go et le front en React JS aussi. Et on a des besoins sur toutes les équipes, en fait, aujourd'hui. Okay. Ouais. Mais sur toutes les équipes, tu as ce sujet d'optimisation, j'imagine. Enfin, je sais pas si c'est propre à nous. Je pense que c'est propre à n'importe quel développeur d'essayer de faire quelque chose le plus optimisé possible. Oui, mais tu vois, je pense que vous avez quand même un niveau d'exigence. On a un niveau d'exigence qui est assez au-dessus. Effectivement, je suis assez d'accord. Je pense qu'on y prête beaucoup d'attention. Après, encore une fois, voilà, on va pas avoir les mêmes exigences, par exemple, sur l'API. Parce que on est totalement en asynchrone par rapport à l'auction, que par exemple sur le player. Sur le player, on va avoir ce critère parce que le player est dans la chaîne, en fait. C'est même le premier maillon de la chaîne. Du coup, c'est lui qui envoie la demande de pub à l'exchange. Donc effectivement, on va être quand même très regardant effectivement sur ces sujets-là. Alors, je vais te poser une question. Je me doute, tu risques de me faire une réponse un peu en mode les deux, mon capitaine. Mais pour essayer de creuser, qu'est-ce qui est le plus dur, en fait? C'est faire en sorte d'avoir une page qui répond en 300 millisecondes ou d'avoir une page qui répond à 3 milliards de requêtes par mois. Alors, je me doute que tu vas me dire, c'est faire 300 millisecondes sur 3 millions de personnes. Oui, j'imagine que ça, c'est compliqué. Mais tu vois, entre les deux,
Est-ce que tu penses que, et je parle vraiment de pur, on est vraiment entre dev, on est vraiment Ouais. sur un pur kiff de dev. Qu'est-ce qui est le plus dur à optimiser? C'est optimiser ton code pour que tu fasses une réponse en 300 millisecondes, ou faire en sorte que tu puisses répondre à 3 milliards de personnes, par mois? Bah, pour avoir les 2 problématiques, Mmh. effectivement, on essaye de faire les 2. Maintenant, entre les mains du dev, c'est quand même le temps de réponse unique, c'est-à-dire, les 300 millisecondes qui vont être sur lequel on peut le plus nous, avoir un impact. Mmh. Parce que, bah, la gestion des, 3 000 000 des 2 milliards de requêtes par mois, j'ai beau avoir le code le plus optimisé du monde, si j'ai pas l'infra qui suit derrière, je serais Ouais. pas capable de le gérer. Donc c'est vrai que là où nous on va avoir tendance à le plus chercher, c'est, répondre le plus rapidement à une requête. Alors il y a un autre aspect, duquel on n'a pas parlé, c'est aussi, bah, l'empreinte mémoire et effectivement l'empreinte mémoire par requête, c'est vraiment ça qu'on essaie d'optimiser aujourd'hui. Parce que l'empreinte mémoire par requête va avoir un impact des 2 côtés et sur le temps de réponse unique, de 300-400 millisecondes. En fait, l'exchange lui-même, il répond en 100 millisecondes. C'est parce que Mmh. dedans, il y a le reste des Mmh. échanges. Donc, en impactant en fait l'empreinte mémoire, bah, on peut aussi justement Mmh. avoir plus de requêtes secondes avec la même infra. Parce que tu libères de la place pour celui d'après. Mmh. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est sur ça aujourd'hui qu'on essaye nous de travailler le plus. Par contre, ça, comme tu peux t'imaginer, c'est des optimes internes. À côté de ça, on a une grosse roadmap produit Ouais. et comme je disais, le monde de la tech change en permanence. On a des grosses features qu'on a besoin de sortir. Donc, c'est aussi, bah, je te parlais tout à l'heure de notre fonctionnement de l'organisation framework avec, ce que donc on lance, dans chaque cycle des missions et en fait, on les priorise Mmh. et du coup, bah, parfois, on va prioriser la roadmap produit parce que l'impact, bah, sur les revenus, les KPI sont plus importants que, la roadmap technique et parfois, justement, on va optimiser la roadmap technique parce on a vu que cette optimisation-là, finalement, va avoir un impact quand même plus important et donc, c'est comme ça qu'on fait le choix, en fait, entre, Ouais. bah, on va travailler sur ça, non, on va travailler sur ça et du coup, ça permet aussi que tout le monde soit content. Parce qu'on travaille et sur des sujets des fois purement techniques, effectivement, en tant que dev, on s'amuse, on adore faire ça et parfois sur les aspects produits et comme souvent c'est des nouvelles features, ça reste quand même intéressant de le faire. Ouais. Alors justement, tu nous parles de roadmap produit, de nouvelles features. C'est quoi, vos prochains, gros objectifs? Alors, ça fait pas partie de la roadmap pour l'instant. C'est, des choses qu'on essaye, auxquelles on essaye de réfléchir déjà dans un premier temps et de proposer peut-être des solutions et à terme les avoir dans la roadmap. Donc, il y a ce qu'on appelle le yield management. Donc Mmh. ça permet en fait d'adapter automatiquement, certaines règles du système en fonction des, data d'une campagne. Donc en fonction de comment fonctionne une campagne, peut-être en commander plus, c'est-à-dire, faire en sorte d'en afficher plus, donc tout avec l'accord, hein, de l'annonceur. Hem, ou peut-être changer les horaires auxquels on les affiche, changer la cible, et ainsi de suite. Donc, vraiment, manager dynamiquement, les campagnes. Ça, c'est ce serait un 1er challenge. Un deuxième, ce serait, ce qu'on appelle le pacing. Le pacing, en fait, c'est répartir les impressions d'une campagne sur une durée. On peut avoir une campagne, en fait, qui marche très, très bien parce qu'on a tout de suite trouvé la cible et se rendre compte, bah, que finalement on va terminer de diffuser cette campagne trop en avance. Je dois l'afficher 100 000 fois, sur un mois. En une semaine, j'ai déjà fait 50-60 000. Ah bah, j'en ai pas assez pour la fin. Donc, il faut que je réduise, l'affichage de cette campagne, même si j'ai trouvé sa cible pour tenir les délais ou l'inverse, c'est-à-dire, bah, une campagne qui ne délivrerait pas assez vite et du coup trouver un moyen de l'accélérer. Donc ça serait du pacing service, donc ça permet vraiment, voilà, d'accélérer, ralentir en fonction, encore une fois, des données qu'on a en interne et un 3e, donc là, ce serait plus vraiment de, la prédiction. En fait, c'est utiliser du machine learning, hein, tout bêtement. Enfin, tout bêtement, tu comprends, On s'entend. voilà. En fait, on voudrait prédire à l'avance quand on définit une campagne dans le système, en se disant, bah, au vu, des vues qu'on a eues ces derniers temps, sur le dernier mois, sur l'année, je sais pas, et vu le ciblage de cette campagne, on pense être capable, de générer tant de revenus ou on est capable de la diffuser tant de fois. On pense que voilà et du coup, en fait, ça permet aussi de dire un peu à l'avance
cette campagne, elle est correctement setup, elle a le bon ciblage, et du coup, elle va fonctionner un peu à l'avance plutôt que d'attendre qu'il soit trop tard et les premiers reporting et les premiers résultats. Ouais, je vois. Top. Super échange. Merci beaucoup, Mina, pour tout ça. Avant de terminer, est-ce que tu aurais, je sais pas, un livre, une chaîne YouTube, une vidéo, un film que tu aurais envie de recommander à l'ensemble des auditeurs? En fait, il y a un livre que j'ai lu quand j'ai pris la direction de la tech qui m'a pas mal aidé, qui s'appelle Team Topology. C'est un livre très intéressant pour justement des personnes qui commenceraient à manager plus d'une équipe, en fait, qui te montre, alors c'est pas, ça te donne pas des entre guillemets, ça te dit pas: «Il faut faire ça, il faut faire ça». Ça te donne des idées directrices, en fait, pour bien structurer ton équipe et faire en sorte que tu arrives à emmener ton équipe vers là où tu le souhaites, tout en gardant justement les talents, en amenant des nouveaux talents. Et la morale, c'est que tu peux pas produire un produit qui est meilleur que ton équipe. C'est-à-dire que voilà, ton produit va forcément ressembler à ton équipe. Donc plus tu as bien structuré ton équipe, et plus ton produit sera aussi bien structuré, sera efficace et sera performant. Donc très très bon livre. C'est justement le livre qui avait inspiré Jérémy dans le compilé qu'on a fait juste avant. Sur l'épisode sur les Impact Team. Ok, je les appelle. En même temps, c'est un livre, je crois, qui est assez connu dans le monde. Moi, il m'avait été conseillé par mon propre manager quand j'ai commencé à diriger l'équipe. Il m'a dit de le lire et il m'a dit que ça pourrait t'aider, et il avait raison. Ouais. Top. J'aurais une dernière question pour toi, Mina, qui est la question rituelle du podcast IFTTD. Oui. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Espace. Ouais. Top. Merci beaucoup, Mina. Merci Bruno. Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Voilà, j'espère qu'on vous a fait découvrir un peu ce monde de la tech. Voilà, vous imaginez un peu des temps de réponse de 300 millisecondes avec 3 milliards de requêtes. Ça représente quand même un beau challenge. Si vous voulez postuler, n'hésitez pas à contacter Mina sur LinkedIn. Si vous pensez avoir ce qu'il faut pour rejoindre cette équipe-là, allez vous frotter un peu les plumes alors process de recrutement. Je pense que ça vaut le détour. Je pense que Mina sera ravie de recevoir des candidatures ou des CV parce que c'est effectivement un milieu qui a besoin de monde et je pense que c'est aussi difficile de recruter en ce moment. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Si tu veux, pour conclure, effectivement, on est un acteur middle size, nous. On est le seul acteur middle size qui fait toute la stack dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'on cherche des profils très créatifs, très entrepreneurs. Et en général, c'est des devs qui s'éclatent bien chez nous aussi, quoi. Top. Le message a passé. Et puis moi, je vous remercie toujours de partager ce podcast autour de vous. C'est ma seule consigne. Forcez vos camarades autour de vous à s'abonner au podcast et à l'écouter tous les jours, parce que c'est aussi un truc qui est basé sur la publicité. Donc les différents sponsors que vous avez en début d'épisode. En tout cas, voilà, je vous remercie en tout cas de me donner les moyens de faire ce podcast qui est absolument un vrai plaisir à faire au quotidien. Donc je vous en remercie énormément, parce que ça fait maintenant 3 ans que ce podcast existe. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev, et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous, et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibear, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site iftttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner, ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.